Exocet. Le bizarre, l'inclassable, le décalé, sur Rage. Bonsoir, bienvenue sur Exocet, chers amis. Voilà, cette émission démarre avec de savoureuses vannes en régie. Merci Mika. De rien. Mika à la technique, Thomas à mes côtés. Bonsoir. Ce soir, dans cette émission qui, vous le savez, parle d'étranges, de bizarres, d'insolites, le sommaire, c'est la vie de Harry Houdini pour démarrer. Houdini, le plus grand magicien de tous les temps, qui a eu une vie absolument incroyable, digne d'un personnage de fiction. Donc on verra ça en première partie. Thomas nous parlera ensuite du mythe de la Terre creuse. Donc ce mythe selon lequel la Terre n'est pas remplie de magma, mais donc serait creuse comme un ballon, et à l'intérieur de cette Terre-là, il y aurait donc d'autres créatures, des intraterrestres, etc. Voire même des extraterrestres qui auraient construit leur base, mais vous découvrirez tout ça. Voilà, donc c'est un mythe populaire surtout au 19e siècle, au début du 20e siècle, dont on parlera. Je vous entretiendrai ensuite de l'histoire de Mike, le poulet sans tête, qui est une histoire qui vaut le détour, croyez-moi. Là, moi j'attends, je suis dans les on dirait le titre d'un film. Une histoire qui vous montrera comment, avec de la détermination, même un poulet sans tête peut faire la gloire d'une ville. Vous verrez ça. Et enfin, Thomas nous parlera d'une étude sociologique. Même non, d'une expérience carrément, et des conséquences qu'elle a eu. Une expérience qui a été menée sur des enfants pour voir leur réaction face à certains films violents, etc. Et on constate quelques années après quelques petites déchéances. C'est assez spécial. Très bien, donc on démarre comme prévu avec la vie de Harry Houdini. Alors Harry Houdini, tout le monde le connaît, tout le monde connaît ce nom. C'est le magicien le plus célèbre de tous les temps, le plus grand aussi selon les spécialistes. Et donc sa vie démarre en 1874 et il ne s'appelle pas Harry Houdini à la naissance, il s'appelle Erich Weiss, puisqu'il naît à Budapest en Hongrie d'une famille juive. Il immigre à l'âge de 4 ans en Amérique et alors qu'il est encore enfant, Erich commence à faire plusieurs petits boulots et un des leurs c'est apprenti de ferronnier, voilà, donc rien à voir avec la magie a priori, mais bientôt, à l'âge de 9 ans, il se fait connaître comme Erich le prince des airs, puisque donc il fait quelques spectacles, quelques cascades avec des trapèzes notamment, voilà. En 1891, donc, Erich, qui s'appelle toujours Weiss à l'époque, devient un magicien professionnel et il commence à se faire appeler Harry Houdini parce qu'il est influencé par le magicien français Jean-Eugène Robert Houdin, qui lui est considéré par les magiciens comme le père de la magie moderne, comme le père de l'illusionnisme moderne. Et donc Houdini est tellement admiratif de ce personnage qu'il emprunte finalement son nom de famille, son nom, et il rajoute un i, voilà. Alors Houdini, au départ, se concentrait plutôt sur les tours de cartes. D'ailleurs, à un certain point de sa carrière, il se faisait surnommer le roi des cartes, mais aussi le roi des menottes. Et un de ses tours... ah oui, oui. Chargé. Un de ses tours les plus connus, qui n'était pas encore basé sur l'évasion, comme vous le verrez après, puisque c'est surtout pour ça qu'il est célèbre, donc un de ses tours non basé sur l'évasion qui fit sensation se déroula à Londres, à l'hippodrome de Londres, et il fit disparaître un éléphant avec son maître, donc avec son cornac, comme on dit, de la scène. Il le fit disparaître, et il faut savoir donc que derrière la scène, il y avait une piscine. Voilà comment l'éléphant disparaissait, parce qu'il faut savoir que Houdini n'a jamais laissé planer de doute sur ses performances, aussi hallucinantes fut-elle, puisque bon, à l'époque, c'est vrai que beaucoup de personnes croyaient en la parapsychologie, au médium, et c'est vrai qu'Houdini aurait pu abuser les gens, ouais. Il aurait pu exagérer ses prétendus pouvoirs, mais il a toujours été très honnête, et d'ailleurs, il parlait fréquemment des tours qu'il utilisait. Alors, il a très tôt commencé à essayer plusieurs tours d'évasion, et la grande évasion de Houdini, qui s'appelait le Harry Houdini's Big Break, commença en 1899, et c'est ce qui le rendit célèbre, puisqu'en fait il rencontra un showman, un homme de spectacle un peu à la Barnum, qui s'appelait Martin Beck, et donc ce Martin Beck fut très impressionné par les tours de menottes que faisait Houdini, donc il réussissait à se défaire de menottes très facilement.
Et Beck lui conseilla donc de se concentrer sur ses tours d'évasion. Et en 1900, donc, Houdini voyage en Europe pour présenter son spectacle, et quand il revient en 1904, c'est devenu une célébrité. Il a vraiment fait sensation sur le vieux continent, et il ramène cette renommée avec lui en Amérique. Alors à partir de 1904 et jusqu'en 1910, Houdini a un très grand succès partout aux États-Unis, et donc, comme lui avait conseillé Martin Beck, il s'est concentré sur les tours d'évasion. Donc non seulement il continue à se défaire de menottes, mais il se défait aussi de chaînes, de cordes, de camisoles, parfois la tête à l'envers, suspendue dans de l'eau, attachée à une corde, et la plupart du temps devant l'audience. Il n'est pas caché derrière un rideau, la plupart du temps ça se passe devant les yeux des spectateurs. Et en 1913, il introduit donc ce qui reste peut-être comme son tour le plus célèbre, qui s'appelle donc le mur la cellule de la torture chinoise. Et en fait, donc dans ce tour, il est suspendu la tête à l'envers dans un coffre de verre et de métal dans lequel on le plonge, donc le coffre en question est submergé. Et là, il retient sa respiration pendant 3 minutes. Il doit réussir à se défaire de ses chaînes, à se défaire de ses différents liens et à sortir de l'eau sans se noyer. Alors, comme je vous le disais, il a expliqué beaucoup de ses tours au fil de sa carrière. Donc, il a écrit plusieurs livres. Il expliquait comment, avec un bon coup de main bien senti, on pouvait faire péter des menottes. Comment, en appuyant avec la force nécessaire, on pouvait se dégager de certains liens. Parfois même avec des lacets de chaussures. Et d'autres fois, il expliquait aussi comment il ingurgitait des clés qui pouvaient régurgiter à loisir pour ouvrir des cadenas. Et aussi, quand il était attaché dans une camisole, il explique qu'il se disloquait les épaules pour s'en sortir. Et donc, il y avait tout un tas de techniques qu'il donnait volontiers. Voilà, vraiment, il entretenait pas ce mythe du magicien doté de véritables pouvoirs surnaturels. Il était très honnête par rapport à ça. Et dans une récente biographie, donc, on apprend qu'Houdini aurait travaillé pour Scotland Yard et pour les services secrets américains. Il aurait mis ses techniques au service des renseignements, ce qui lui donne une aura de super-héros, finalement, une vraie vie de personnage de fiction, magicien à la ville, et donc justicier, espion dans le secret. Et cela dit, c'est clair que ces techniques peuvent fortement intéresser les agents secrets, ces genres de trucs, pour se libérer des menottes, des machins, c'est royal. Hein. Tout à fait. Et donc, cette théorie est appuyée par un ancien directeur du CIA qui a écrit la préface de la biographie en question, donc c'est très crédible, il ne s'agit pas de rumeurs. Et Houdini, en plus d'être donc le magicien le plus renommé de la planète et donc d'avoir participé au renseignement de ces différents pays, il a aussi joué dans beaucoup de films. C'était un homme de spectacle complet, et ce fut le premier homme à voler au-dessus de l'Australie. Voilà, parce qu'il était aussi passionné d'aviation, d'aéronautisme. Donc voilà, c'était vraiment un personnage assez complet. Alors, dans les années 20, après la mort de sa belle-mère adorée, Houdini met toute son énergie à démystifier les pseudo-médiums et les pseudo-parapsychologues qui prétendent pouvoir communiquer avec les morts. Donc Houdini, lui, est blessé par ses prétentions puisqu'il a perdu sa belle-mère, et il l'adorait, il voudrait pouvoir communiquer avec elle. Et donc justement, il essaye de mettre de côté les charlatans. Alors, sa puissance de magicien et puis son expérience en tant qu'illusionniste donc lui permettent d'exposer toutes les fraudes qu'il peut y avoir chez certains charlatans, et notamment des charlatans qui ont parfois abusé des scientifiques, des académiciens, et comme c'est souvent le cas d'ailleurs, je pense notamment à ce magicien, cet illusionniste dans les années 70 qui tordait les cuillères, Uri Geller, qui avait réussi à abuser beaucoup de scientifiques, et c'est Gérard Majax qui avait démonté son tour. Dans un sens, c'est un peu logique. Quand on sait pas où chercher, c'est vraiment difficile de trouver. Alors que quand on sait où chercher, où peut être la feinte, on va dire, c'est déjà beaucoup plus simple. Exactement. Alors donc, Houdini devient un membre du comité scientifique américain qui offre un prix. Donc, c'est pas d'aujourd'hui finalement l'idée de donner un prix à qui fera la démonstration d'un pouvoir paranormal, puisqu'à l'époque déjà, ce comité scientifique propose un prix à quiconque fera la démonstration de pouvoir surnaturel. Et évidemment, le prix n'a jamais été donné, parce que Houdini était à l'affût. Alors, un des canulars les plus célèbres que Houdini a pu démonter, c'est celui d'une médium qui se faisait appeler Mina Crandon, dite
Marjorie. Et cette médium prétendait posséder des pouvoirs télékinésiques, rien que ça, et elle avait aussi une sorte de main ectoplasmique qu'elle pouvait faire apparaître à loisir. Alors elle était si populaire aux États-Unis que ses prières étaient lues par l'armée américaine, donc c'était vraiment un personnage influent à l'époque. Et elle était notamment soutenue par Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, qui lui était persuadé de l'authenticité des phénomènes paranormaux et parapsychiques. Donc lui, il était sûr que tout ceci était vrai. Ça, c'est étonnant. Hein. Ouais, mais pour un écrivain qui écrivait des bouquins aussi rationnels. Et... Je vais développer après parce que Conan Doyle est aussi un personnage assez surprenant. Donc Houdini a réussi à reproduire les techniques de cette femme, de cette Mina Crandon, devant le comité scientifique américain. Il a plus tard écrit un livre, un pamphlet qui exposait les fameuses méthodes, et il a lui-même utilisé ces techniques sur scène pour faire des tours, évidemment en expliquant que c'était pas surnaturel, mais que c'était des tours de magicien. Alors, cependant, il faut quand même noter que la main ectoplasmique que produisait cette fameuse Mina n'a jamais été complètement expliquée. Alors elle a été touchée, elle a été reconnue, cette main, une espèce de nuage blanchâtre, de filament qui avait vaguement la forme d'une main, effectivement. Et certains historiens de la médiumnie et de la magie suggèrent que, en fait, le mari de Mina, qui était chirurgien, lui aurait opéré la cavité vaginale, et que c'est là-dedans qu'elle aurait caché cette main ectoplasmique, parce qu'il faut savoir qu'elle était toujours nue quand elle faisait ses tours dans la pénombre, et elle refusait de porter des collants, et elle refusait qu'on lui fasse des fouilles corporelles. Donc voilà ce qui a provoqué cette suspicion par rapport à ça. Alors en 1926, après un spectacle dans une université de Montréal, Houdini se repose dans sa loge. Et un étudiant nommé Whitehead lui demande s'il peut encaisser n'importe quel coup dans l'estomac, comme il le prétendait, hein, puisque parfois il faisait monter les spectateurs sur scène, il les encourageait à le frapper dans l'estomac, et donc il encaissait le coup. Alors, Houdini répond oui à cet étudiant, et avant même qu'il ait pu se préparer, l'étudiant en question lui assène plusieurs coups violents dans l'estomac, dans le ventre, et quelques jours plus tard, Houdini décède à 52 ans le 31 octobre 1926, le jour d'Halloween. Il décède à Détroit d'une péritonite qui est consécutive donc à la rupture de l'appendice, qui est donc liée à ces coups de poing. Et c'est vrai que c'est une mort assez ridicule si on fait une comparaison avec la vie de cet homme-là. Et beaucoup croient que Houdini donc est mort noyé lors d'un de ses tours, et que donc il est mort un petit peu en héros, en essayant de repousser toujours plus loin ses facultés de magicien, mais en fait non, il est juste mort de quelques coups à l'estomac. Et donc voilà, c'est assez ironique. Alors, comme il craignait que des médiums prétendent l'avoir contacté après sa mort, Houdini avait donné un code secret à sa femme, un code secret qu'il utiliserait pour la contacter s'il y avait bien une vie après la mort. Alors sa femme fit des séances à chaque Halloween durant 10 ans, mais Houdini n'est jamais apparu. Cependant, la tradition de faire une séance de spiritisme pour Houdini continue encore aujourd'hui. Il y a des gens qui font des séances à chaque Halloween et qui espèrent voir le fameux magicien se présenter. Et donc voilà, il faut garder à l'esprit que c'était un vrai défenseur de la réalité et un fervent opposant à tous les canulars parapsychologiques. Hein. Donc il remettait pas en cause la véracité de certains faits ou de la parapsychologie elle-même. Simplement, il était là pour démonter les charlatans et pour justement s'intéresser à ce qui pouvait être réel. Et voilà comment s'achève la vie de ce magicien extraordinaire, cela dit. Qui reste donc un des personnages les plus phénoménaux de l'histoire de l'Amérique et qui a vraiment une vie de personnage de fiction. Harry Houdini, voilà. On marque... oui. Je sais pas, Conan Doyle, là, tu m'as dit... Ah oui, Conan Doyle, juste 2 mots sur Arthur Conan Doyle, quand même, moi. Qui est donc l'auteur de Sherlock Holmes, qui était ami avec Harry Houdini et qui s'est fâché avec lui à la suite de la démystification que Houdini a fait de la médium Mina Crandon, puisque Conan Doyle la soutenait. Et Conan Doyle allait jusqu'à affirmer que Houdini avait de véritables pouvoirs paranormaux et qu'il les utilisait pour bloquer les pouvoirs des autres prétendants. Donc voilà jusqu'où ça allait. Et puis Conan Doyle, on le sait, j'en avais parlé l'année passée dans un précédent Exocet. Il s'était fait berner aussi par une histoire de fées que des petites filles avaient prises en photo. Oui, c'est vrai. Donc il était très très amateur de ce genre de trucs et parfois trop, voilà.
Nous sommes toujours dans Exocet. Dans la première partie de cette émission, je vous ai parlé de l'histoire de Harry Houdini, donc le plus grand magicien de l'histoire, qui a eu une vie de super-héros, une vie de personnage de fiction, d'espion. Et une mort de personne classique. Oui, on va le dire, c'est une mort assez ridicule. Ouais. Et une vie aussi de Ghostbuster, j'allais dire, puisqu'il a traqué les charlatans parmi les parapsychologues. Et donc voilà, c'était son histoire. Alors Thomas, à présent, de quoi est-ce que tu vas nous parler ? La fameuse, je ne sais pas, mais en tout cas de la théorie de la Terre creuse, moins fameuse effectivement à notre époque que ce que ça a pu être, puisque vous imaginez que c'est quand même un mythe qui remonte à plusieurs centaines d'années en arrière, on va dire 100, 200 ans, où c'était effectivement très à la mode. Alors il faut savoir donc que l'expression Terre creuse à la base fait référence à des tonnes de théories ésotériques qui ont pour postulat que donc la Terre serait creuse et qu'il y aurait une surface extérieure habitable, celle où on est, et à revers, je dirais, une surface concave habitable également, où en fait on aurait des doubles qui vivraient en parallèle de notre vie. Et juste un petit truc très pratique pour se rappeler de la différence entre convexe et concave, parce que personne ne s'en rappelle jamais de cette différence-là. C'est que concave égale cavité, donc trou. Concave, c'est creux. Convexe, c'est pas creux. Donc j'avais bon. Voilà. C'est cool. Concave égale cavité. Alors bon, évidemment, il va sans dire qu'à l'heure actuelle, il y a de nombreuses preuves géodésiques qui sont plus que solides et qui prouvent qu'effectivement la Terre n'est pas creuse. Je vous arrête tout de suite, commencez pas à chercher à creuser pour voir si y a un truc de l'autre côté. La Terre est bien pleine, mais on va quand même se pencher un petit peu sur toutes ces théories. Alors, il faut dire que ça a bien pris à l'époque d'Isaac Newton, puisqu'il faut savoir que, donc, d'après une des lois d'Isaac Newton, la force gravitationnelle est nulle à l'intérieur d'une coquille sphérique. Voilà, ça c'est pour le postulat, et ceci, quelle que soit l'épaisseur que peut avoir cette forme, cette boule en fait. Donc voilà, si une boule est creuse, elle n'a pas d'attraction gravitationnelle. Exactement. On ne peut pas rester collé dessus. Exactement. Donc grosso modo, ça annule purement et simplement le fait que nous, on puisse être sur une Terre creuse, rien que ce postulat à la base, en tout cas d'après Isaac Newton. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire ancienne de cette théorie des terres creuses. Alors, vous en doutez bien, ça puise tout ça dans de nombreuses religions, notamment, par exemple, les royaumes souterrains ont été aperçus dans la mythologie grecque, dans la mythologie nordique, dans le judaïsme et bien sûr aussi dans le christianisme avec l'enfer. Enfin voilà, chaque religion avait comme ça son espèce d'inframonde, zone obscure représentant forcément un petit peu à chaque fois l'image du mal et de l'inconnu, du mystère. Et donc toutes les religions ont un petit peu cet aspect-là. Et si tu me le permets, on peut souligner d'ailleurs que ce type de mythe religieux n'a pu tenir que quand on ne pouvait pas encore vérifier ce qu'il y avait sous nos pieds. Et c'est pareil pour le paradis. Parce que tant qu'on n'était pas capable de voler et donc de savoir ce qu'il y avait au-dessus des nuages, on pouvait imaginer à loisir qu'il y avait effectivement une sorte de... Oui, des dieux qui vivaient sur les nuages. Une sorte de monde au-dessus du monde, un paradis, donc, etc. Puisqu'on ne pouvait pas les vérifier. Depuis, on a eu des avions, on a eu des fusées, mais on a vu qu'il n'y avait rien, mais bizarrement, le mythe persiste. Et c'est valable aussi pour l'enfer. On pouvait croire que donc il y avait une sorte d'inframonde dans lequel les âmes souffraient pour l'éternité. Mais maintenant, on sait que donc tout ceci est plein comme un œuf. Et donc le mythe n'a plus lieu d'être, mais pourtant ça persiste. Exactement. Alors, le premier à avoir un petit peu émis une théorie scientifique sur la Terre creuse, c'est Edmond Halley, qui en 1692 donc, a émis l'idée que la Terre serait donc une coquille creuse d'environ 800 km d'épaisseur. Donc au-delà de cette couche, on se serait retrouvé dans un monde complètement creux, et qu'à l'intérieur, il y aurait eu deux coquilles concentriques regroupées l'une sur l'autre, et un noyau central qui aurait été un peu l'équivalent de notre Soleil, mais en interne, et qui aurait permis donc à la vie de se développer à l'intérieur même de la roche et de notre Terre. Alors, il y aurait aussi des couches atmosphériques, et des couches atmosphériques lumineuses, ce qui aurait expliqué notamment pour lui, évidemment, les aurores boréales, etc. En fait, les aurores boréales auraient été tout simplement du gaz de l'inframonde qui se serait échappé comme ça par des trous dans la roche et qui, en sortant, aurait gardé ses particularités lumineuses, etc. Donc il expliquait comme ça, je pense, un peu pas mal de mystères de l'époque, voilà, comme les aurores boréales, grâce à sa petite théorie qui collait un petit peu, qui mettait un petit peu tout le monde d'accord.
Et puis, on reste un petit peu sur cette idée-là, jusqu'au 19e siècle, où là, un nouveau postulat de Terre creuse fait son apparition, celui-là encore plus scientifique que l'autre, puisque là, c'est avec des chiffres à l'appui. C'est John Cleave Siemens, je ne sais pas comment le prononcer, John Cleave Siemens, je pense, qui s'appelait, Junior, donc qui suggéra que la Terre était constituée, lui aussi, donc d'une coquille creuse, par contre, de 1,3 km d'épaisseur, donc beaucoup plus conséquente, et qui aurait eu, par contre, alors là, particularité, des ouvertures de 300 km au niveau des deux pôles, donc pour pouvoir accéder à l'inframonde, et que l'intérieur donc était lui par contre constitué de 4 coquilles intérieures, elles aussi également ouvertes sur les deux pôles. Donc en fait au bout des pôles il y aurait eu comme des espèces d'ascenseurs qui auraient pu permettre de passer du centre total de la Terre jusqu'aux différentes couches internes, et puis un peu comme à la manière des poupées russes en fait, la Terre aurait été constituée comme ça de plusieurs petites terres qui auraient été regroupées les unes sur les autres. D'accord. Voilà, donc postulat c'est intéressant. Évidemment, il tente de faire des expéditions en Antarctique et en Arctique pour appuyer un petit peu ses thèses, essayer de découvrir les fameux trous. D'ailleurs, on pense que Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, etc., ont un peu contribué à cette vision du monde, etc. Donc il a décidé de lancer des expéditions. Malheureusement, lui est mort en expédition, parce que vous imaginez qu'atteindre le pôle Nord à l'époque, déjà maintenant c'est pas évident, donc à l'époque ils ont dû faire 3 km à peu près sur la banquise avant de décéder. Par contre, il y a eu une grande mode comme ça, une grande vague d'aventuriers qui ont voulu lancer des expéditions, et on a assisté comme ça à une tripotée d'expéditions qui ont été lancées, la plupart pour monter des arnaques en fait, puisque la théorie étant à la mode, eh bien, les fameux aventuriers arrivaient facilement à convaincre des gens fortunés de subventionner leurs expéditions, et en fait ils partaient jamais, ou s'ils partaient c'était plutôt au soleil, tranquille, avec l'argent qu'ils avaient réussi à rafler de la fausse expédition. Et puis dans l'histoire récente, la Terre creuse quand même continue un petit peu à persister, notamment au XXe siècle, avec William Reid par exemple, qui lui propose une idée de Terre creuse. Alors lui, sans coquille, sans soleil, rien du tout. La Terre aurait été comme une espèce uniquement de sphère complètement creuse, sans rien, sans consistance interne. Donc ils ont été comme ça plusieurs à le suivre. Et puis alors là on part sur des théories très étonnantes, puisque il y en a même un, donc le Gardner en question, qui a décidé de breveter son modèle de Terre creuse. Donc le numéro de brevet, etc. existe. Donc il a déposé son modèle de Terre creuse. Donc si jamais quelqu'un un jour veut constituer une Terre creuse, il faut qu'il sache qu'il va devoir payer des droits aux ayants droit de Gardner. Enfin voilà, donc on a vraiment des trucs très étonnants. Et puis des théories, alors là ça va très loin, puisque donc là l'Antarctique, le pôle Nord, le Tibet, le Pérou, ou même encore le mont Shasta en Californie aux États-Unis auraient été des ascenseurs pour accéder à l'inframonde. Alors pourquoi ces lieux-là, j'ai pas réussi à le déterminer, mais apparemment il y aurait eu comme ça des endroits clés pour les royaumes souterrains. Et puis évidemment, comme à chaque histoire de théorie, etc., d'intraterrestres ou autres, eh bien on a forcément les extraterrestres, ça c'est habituel. Et donc pour certains, alors là c'est plutôt inscrit dans la mythologie moderne et dans la mythologie urbaine actuelle, pour certains donc les extraterrestres auraient tout simplement décidé d'habiter au centre de la Terre. Ils auraient comme ça des petits passages secrets qui leur permettraient de rentrer avec leur secoupe, etc. Et en fait ça fait bien longtemps que les extraterrestres ont colonisé la Terre, mais de l'intérieur. Voilà. Donc postulat assez intéressant. Et je crois savoir qu'il y a de nombreuses sectes justement qui s'appuient sur cette idée de Terre creuse pour justifier l'existence d'êtres supérieurs, donc qui voudraient apporter leur lumière à nous autres pauvres terrestres. Et notamment aux États-Unis, où effectivement un magazine a sorti une série de récits tirés du fantastique en fait, mais qu'ils ont essayé à la manière d'Anne Bronesque, je dirais, de faire passer pour quelque chose de véridique. Et donc ils ont publié comme ça une série d'articles complètement inventés, mais qu'ils ont fait passer pour du vrai, en tout cas qui est passé pour du vrai aux yeux du public. Et donc ils ont lancé comme ça cette mode de la Terre creuse grâce à ces différents récits, etc. Et appuyé par une thèse
donc très intéressante, celle-là, où donc l'auteur de ces articles disait oui, et vous apercevez des fois quand on marche, on entend des sons, etc., qu'on n'arrive pas à déterminer, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, même si on est vraiment attentif, on entend des voix alors qu'il n'y a personne autour de nous, et en fait ça, ce serait les murmures qui remonteraient des habitants des inframondes, et là, comble de l'ironie, le magazine a reçu des milliers de lettres de lecteurs leur disant oui, moi aussi j'entends des voix du centre de la Terre, machin, c'est clair, il y a des gens qui habitent en dessous, enfin voilà, comme d'habitude, il y a un petit mouvement de masse comme ça qui s'est créé, et alors on est vraiment arrivé sur des théories complètement abracadabrantesques, merci, cher président. Exactement, des histoires complètement hallucinantes, dont une notamment qui m'a vraiment fait rire, comme quoi donc Adolf Hitler aurait eu connaissance de ces inframondes grâce à ses différents services secrets, ses différentes recherches, parce qu'effectivement Hitler a mené beaucoup d'expéditions, enfin pas lui directement, mais a envoyé son armée rechercher de nombreux comme ça mythes. Il y avait une liaison assez étonnante entre les nazis et l'ésotérisme. Ils étaient persuadés qu'ils pouvaient obtenir des pouvoirs comme ça surnaturels. Donc certains pensent que les nazis avaient découvert donc justement cette fameuse entrée des inframondes, et que donc Hitler ne serait pas mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qu'il serait parti en Antarctique avec certains de ses fidèles, et qu'il serait parti s'installer au centre de la Terre tranquille. Et tu parlais du mont Shasta, et je crois bien que c'est cette histoire-là qui a donné naissance déjà à une secte pour démarrer, et à un livre qui s'appelle Télos. C'est le genre d'ouvrage qu'on peut trouver dans certains rayons ésotériques, et donc dans ce livre qui s'appelle Télos, on découvre l'existence donc voilà d'une race d'êtres supérieurs qui vivent sous terre, et il y a une sorte de gourou, d'être absolu qui donne des conférences et des stages, et ça coûte évidemment une fortune pour assister à chacune de ces conventions-là. Donc voilà, c'est la porte ouverte à tous les charlatans, et ça fait toujours un petit peu de peine. C'est clair. Et pour finir donc sur les théories, la toute dernière, alors celle-là est très forte, donc c'est justement là où vous avez besoin de faire la différenciation entre convexe et concave, puisque donc pour certains la Terre creuse existe, seulement donc elle n'est pas convexe mais elle est concave, et en fait le monde qui nous entoure, donc en fait nous on vivrait dans un creux, et pas sur une bosse grosso modo, mais le monde qui nous entoure, on aurait l'impression que c'est une bosse par illusion d'optique en fait, à cause des diffractions de la lumière, etc. dans l'atmosphère. Enfin, ils ont fait des calculs très compliqués pour réussir à prouver qu'en fait on vit dans un énorme mythe, et qu'au lieu d'être au-dessus d'une colline, on est en bas d'une vallée, grosso modo, on pourrait le schématiser comme ça. D'accord. Et que donc dans l'inframonde, eux par contre, ils seraient dans le bon sens, enfin le sens que nous on a à l'heure actuelle, et qui vivraient tranquilles, parce qu'en fait toute cette théorie de Terre creuse a été démontée par Newton, par la gravité, donc ils ont essayé de trouver des explications plus ou moins farfelues. On a creusé, on a creusé profond. Et notamment une qui justifierait que les habitants de l'inframonde arriveraient à survivre, non pas grâce à la gravité, puisque dans ce cas-là la gravité n'existerait pas, mais tout simplement grâce à la force centrifuge qui les collerait contre les parois. Mais alors oui, justement, si tu me permets, il y a un média qui s'inspire très largement de cette théorie de Terre creuse, c'est le jeu vidéo, puisque dans Halo, dans le jeu Halo par exemple, il y a une planète qui a la forme d'un anneau, et effectivement le paysage de cette planète et les habitants de cette planète sont collés à l'intérieur de l'anneau par la force centrifuge. Et puis donc récemment il y a Gears of War qui parle d'une invasion terrestre par les habitants de l'inframonde. Donc c'est vrai que c'est une théorie qui se retrouve dans la culture populaire aussi. Exactement. Mais donc voilà, donc tout ça pour conclure au final que évidemment il n'y a personne qui habite sous nos pieds, mais que l'histoire a été jonchée comme ça de nombreuses petites théories plus ou moins farfelues, et qu'en tout cas si l'inframonde existe, sachez que Hitler et d'autres qui ont eu le secret y vivent. Voilà, c'est vrai que c'est moyennement rassurant comme conclusion, mais on va faire avec. Toujours dans Exo7, si vous nous rejoignez à l'instant dans cette émission, on vous parle d'histoires étranges, de sujets insolites, et là donc je m'apprête à vous raconter l'histoire d'un poulet sans tête, mesdames et messieurs, et c'est une histoire avec une morale, une histoire dans laquelle on apprend qu'avec de la détermination et de l'acharnement, même un poulet sans tête peut contribuer à la gloire d'une ville. Donc vous allez voir comment ça s'est déroulé cette affaire-là. Alors tout démarre. Je sais pas s'il a voulu, mais. Probablement pas, mais bon, on va voir. Alors le lundi 10 septembre 1945, dans une ferme du Colorado, dans un petit bled qui s'appelle Fruita, un fermier du nom de Lloyd Olsen coupe la tête de son coq. C'est un Olsen.
Oui, voilà, je sais pas s'il y a un lien avec les jumelles. Donc il coupe la tête de son coq, un coq de 5 mois et demi, donc déjà un beau coq. Hein. Il reçoit sa belle-mère à manger, et puis il sait que sa belle-mère aime l'os du cou. Donc il essaye de placer sa hache de sorte à ce qu'il y ait un bel os de cou qui sorte du corps de ce poulet. Il lui coupe la tête. Il a des goûts bizarres, hein, ça m'énerve. Oui, le poulet s'appelle Mike, et comme tout bon poulet à qui on coupe la tête, évidemment, il se met à courir dans tous les sens, hein, donc ça c'est bien connu, on le sait, les canards, les poulets, on leur coupe la tête, ils continuent à courir pendant quelques minutes, et puis ils tombent, hein, c'est les nerfs, voilà. Sauf que celui-là, Mike, lui, il reste en vie, il s'arrête pas de courir. Le soir, il va se coucher, et le lendemain matin, quand Lloyd Olsen s'approche donc de la basse-cour, il voit que ce poulet-là n'est toujours pas mort, et qu'en fait, il a caché sa tête, entre guillemets, sous son aile, pour dormir, comme le font les poulets normaux, et il a une activité de poulet normal, c'est-à-dire qu'il se déplace au milieu des poulets, ça, c'est dingue. Il mime le picotage, enfin, c'est très très étonnant, et au bout d'une semaine... Évidemment, cette histoire commence à faire le tour du voisinage. Mike c'est le poulet. Lloyd Olsen, le fermier, est taxé de mensonge. Hein. On dit que c'est un charlatan, un menteur. Et donc, pour essayer d'éclaircir cette histoire, il amène son poulet, il amène Mike à l'université d'Utah, hein, à Salt Lake City. Je vois débarquer avec son poulet décapité à l'université. Ah, c'est assez surprenant. Donc voilà, il va à l'université de l'Utah. Et puis là, donc, il apprend que la survie de Mike est due au fait qu'une veine jugulaire a été évitée et qu'un caillot de sang a empêché la mort par hémorragie. Un caillot est venu se bloquer dans une veine et ça a évité que le sang pisse jusqu'à ce que l'animal meure. Donc déjà il y a ça. Et les scientifiques donc, se sont penchés sur ce cas étonnant. Ils se sont aperçus qu'une partie du cervelet était encore intacte et c'est ce qui aurait permis d'entretenir les fonctions vitales. Ouais, parce que j'allais dire quand même le cerveau il règle quelques petits appareils à l'intérieur, quoi. Voilà, mais donc le cervelet c'est la base, hein. Nous aussi on a un cervelet, vous le savez, et donc c'est celui qui gère les réflexes les plus animaux, et c'est ce qui a permis à Mike de survivre. Alors, il faut savoir aussi que grâce à l'aide de Lloyd Olsen, grâce à l'aide du fermier, Mike a pu rallonger son espérance de vie qui était a priori courte, hein, le jour où on lui a coupé la tête. Et il le nourrissait donc avec une pipette qui était remplie d'un mélange d'eau et de lait. Alors parfois il y avait un petit peu de maïs dans le tas, hein, qui broyait. Et l'animal s'étouffait parfois dans son propre mucus, hein, détail savoureux s'il en est. Et il était donc nécessaire de nettoyer la trachée de Mike avec une petite seringue, parce que sinon ça s'encrassait, c'était dégueulasse. Alors, il était plus quand même opérationnel, le Mikey. Oui, il était moyen quand même. Alors Mike, le poulet, a grandi, en plus d'avoir survécu à une décapitation. Il a grandi, il est passé de 1 à 3 kilos et c'est devenu un beau coq. C'est-à-dire avec un corps puissant, le genre de coq qu'on a envie de bouffer. Et sauf qu'il était décapité, mais il avait l'air très heureux dans sa vie de coq. Alors dès que son existence est connue au-delà du périmètre de la ville, alors un agent de spectacle qui s'appelle Hop Wade encourage les Olsen à utiliser ce fameux poulet comme phénomène de foire. Et donc là, Mike devient Miracle Mike. Et donc les Olsen traversent les foires avec Mike sous le bras et il commence à apparaître dans différents magazines, dans le New York Times, dans Life, il est aussi dans le livre des records, hein, Mike le poulet sans tête, et il fallait payer à l'époque 25 cents pour le voir. Il rapportait $4 500 par mois, ce qui était considérable à l'époque. Et donc, dans l'exposition que ces maîtres en faisaient, il était accompagné d'une tête coupée de coq, du genre c'est sa tête, mais en fait c'était même pas la sienne. Et il fut assuré pour $10 000, mine de rien, ce poulet sans tête, qui coûtait donc plus cher que n'importe quel poulet avec tête, c'est ça l'ironie du truc. Même de Bresse. Alors, des associations de défense des droits des animaux, évidemment, se sont plaintes et elles ont exigé que le travail démarré avec la décapitation soit terminé pour que le coq ne souffre pas. Donc, ils réclamaient une mise à mort nette de cet animal. Mais apparemment, il souffrait pas tant que ça. Il avait l'air content, le poulet, là, non ? Alors voilà, on a prouvé que Mike ne ressentait aucune souffrance et en fait, tout se passait comme s'il n'avait pas vraiment conscience d'avoir perdu sa tête. Il se comportait normalement, il n'avait pas du tout l'air de... Bon, il se mangeait quelques petits obstacles à mon avis, mais... Voilà, mais bon, qu'il était nourri normalement, il marchait, il évoluait tranquillou. Alors face à l'engouement provoqué par ce coq, hein, évidemment, il y a eu plusieurs tentatives pour reproduire le phénomène, mais aucune n'a été concluante, sauf un coq qui s'appelait Lucky, et qui a vécu 11 jours, ce qui est quand même pas mal déjà. Mais j'ai écrit Mika. J'ai écrit Mika pour le nom du poulet, c'est Mike et non pas Mika. Mike le poulet, lui, a survécu 18 mois.
sans tête. 18 mois, imaginez-vous ça une seule seconde. Déjà, imaginez un poulet survivre sans tête pendant une semaine. Un poulet marché comme ça. Même 2 jours. Lui, ça a duré 18 mois, hein, de 1945 à 1947. C'est vraiment incroyable. Mais il lui a sacrément mal décapité la tête quand même pour qu'il reste un bout de cervelet et tout. Parce que voilà, il tenait à ce qu'il y ait un os du cou proéminent pour la belle-mère, et donc il restait un bout de cervelet. Et depuis 1999, la ville de Fruita, où donc Mike le poulet a vu le jour, fête la journée de Mike le poulet sans tête, hein, donc en anglais Mike the Headless Chicken Day, et ça se passe les 3e week-end de mai. Alors il y a une statue qui a été érigée en l'honneur de ce poulet sans tête, et il y a eu un article aussi dans le Denver Post qui a fait connaître la fête. Alors aujourd'hui, cette fête attire de nombreux touristes et elle a permis à la ville de Fruita d'acquérir de l'importance. Donc voilà encore une fois comment un poulet sans tête en plus de ça, qui a vécu 18 mois sans sa tête, a permis à une petite ville de sortir de l'anonymat. Et cette histoire est donc authentique, hein, comme je vous le disais, elle est mentionnée dans le livre des records, c'est passé dans le Times, et donc c'est pas un miracle, hein, c'est dû au fait qu'il reste un bout de cervelet suffisant. Et puis la chance du caillot de sang aussi, qui bloque voilà, qui a bouché la veine et qui a évité qu'il se vide de son sang. Alors vous retrouverez des photos de Mike le poulet très étonnantes sur le blog d'Exocet. Hein. Il n'y a pas de vidéo, j'imagine. Il n'y a pas de vidéo, ouais. Il y a des photos assez étonnantes. Donc voilà, vous retrouverez les photos sur le blog d'Exocet et sur le forum de rage.fr, sur lequel d'ailleurs vous retrouverez l'adresse du blog d'Exocet. Voilà. La 3e partie d'Exocet, eh bien, c'est avec Thomas qui va nous raconter donc une histoire d'études sociologiques. Une histoire d'études sociologiques, effectivement, qui a un petit peu mal tourné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les épisodes précédents d'Exocet, on avait parlé comme ça de la fameuse expérience qui avait eu lieu dans une fausse prison entre des faux matons et des faux prisonniers. Et on avait un petit peu voulu analyser ce qui s'était passé et finalement le résultat avait été plutôt catastrophique. Là, on rejoint le même ordre d'idées avec l'expérience de Lieber et Baron qui a été tentée en 1972. Alors à la base, le postulat c'était d'essayer de voir quelle pouvait être l'influence de la télévision sur l'esprit des jeunes enfants. Donc ils ont décidé de mettre comme ça tout un protocole expérimental afin de réellement pouvoir déterminer ce qui allait se passer. Et donc ils ont comme ça sélectionné une centaine d'enfants âgés de 5 à 6 ans et de 8 à 9 ans. Alors ils ont passé la tranche d'âge 6-8 ans, sûrement pour des raisons qui leur sont propres, je ne sais pas pourquoi. Et ils ont décidé donc de les soumettre à des programmes de 3 minutes, enfin une partie du groupe a un programme de 3 minutes avec des images violentes, etc. Et l'autre partie du groupe devant des films plus classiques et en tout cas qui, comme on dit, ne choqueront pas la sensibilité des plus jeunes. Et suite à cette diffusion, comme ça, pendant une semaine, tous les jours, quotidiennement, donc ils avaient leur dose de films violents, et ils ont décidé de mettre en place toute une expérience. Donc ils ont pris les enfants des deux groupes qui avaient soit regardé les films violents, soit pas regardé, et ils les ont fermés un à un dans une pièce, en face de laquelle ils avaient donc dans laquelle ils avaient en face d'eux une petite télécommande qui leur permettait d'avoir 2 actions. Une où il y avait marqué aider et l'autre où il y avait marqué blessé. Et sur cette petite boîte, il y avait donc un voyant qui leur indiquait quand est-ce qu'ils pouvaient interagir avec un élément qui se trouvait dans une autre pièce. Et cet élément, on leur a clairement expliqué que c'était donc un petit garçon qui était en train de jouer à un jeu auquel il devait trouver la solution, et que grosso modo quand ils appuyaient sur la touche blessé, ça allait lui envoyer une décharge électrique ou ça allait surchauffer certains éléments avec lesquels il était en contact, donc grosso modo ça allait le faire souffrir, point barre. Et l'autre où ça allait lui apporter une aide sur l'énigme qui lui était posée, et donc ça allait pouvoir l'aider à avancer comme ça dans la résolution de son puzzle. Alors tu parlais de l'expérience de la prison de Stanford, mais là ce que tu nous racontes, donc ça se rapproche davantage de l'expérience de Milgram, la fameuse, aussi, donc oui, des sujets en électrocutés d'autres. C'est vrai. Voilà. Le parallèle était plus, parce que vous allez voir la fin de l'expérience, c'est plus la fin qui est assez choquante. Donc, ce qu'ils ont constaté effectivement, c'est que apparemment les enfants qui avaient été soumis à des images plus violentes que les autres avaient une tendance assez significative apparemment à plutôt utiliser le bouton qui permettait de torturer la personne qui était dans une autre pièce. Donc voilà, de là à prouver que la télévision a une influence, de toute façon c'est pas le débat du sujet. Ce qui est intéressant, c'est donc les conclusions de cette expérience. Donc ils sont arrivés à ça et ils se sont dit, on va essayer de suivre sur le long terme quelle est l'évolution de ces enfants, voir si dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans,
ils allaient continuer à avoir un comportement violent, etc. Et suivre également les enfants qui, eux, n'ont pas été soumis aux images violentes, s'ils commencent à avoir un comportement violent. Enfin voilà, quelles pourraient être les attitudes à long terme de ces deux groupes d'enfants. Et donc, ils les ont suivis. Au bout de 10 ans, ils ont fait un petit récapitulatif. Ils se sont aperçus qu'effectivement, les enfants qui avaient eu une tendance à être plus violents avaient fini par avoir des problèmes avec la justice, des casiers judiciaires, etc. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs les enfants de l'autre côté, qui eux n'avaient pas été soumis aux images violentes, d'être aussi la cause de troubles, etc. Donc c'était pas très significatif. Par contre, ce qu'ils se sont aperçus, et c'est là que ça commence à devenir un petit peu tendu, c'est que sur le fameux groupe des enfants à qui ils ont fait participer, eh bien, ils se sont aperçus qu'il y a eu tout simplement, dans ce fameux groupe-là, 2 tueurs assez pervers qui se sont dégagés au fil du temps. Donc ils savent pas si c'est leur expérience qui a causé ça, mais donc ça a créé grosso modo 2 psychopathes qui ont pris un malin plaisir, en fait, pendant de nombreuses années, et ils se sont aperçus ça suite à leur arrestation, à torturer les gens, et assez bizarrement sur des modèles quasiment calqués sur ce qu'ils avaient eu quand ils étaient enfants, donc sur cette fameuse expérience où ils avaient eu la possibilité d'avoir un côté pervers et comme ça de soumission sur un individu virtuel, cette fois-ci, qui aurait été dans une autre pièce. Bon, alors là, selon la thèse qu'on veut défendre, on peut tirer un petit peu ce qu'on veut de cette expérience, parce que soit on décide de dire que la télé fait du mal et influence négativement les jeunes, et là on se dit, bah vous voyez, ils ont vu des films violents, ils sont devenus violents. Et l'autre thèse que moi je défends, c'est que il y a des gens qui sont foncièrement violents à l'intérieur, et qui sont comme ça, et tôt ou tard, donc cette violence, cette personnalité-là se manifestera, quels que soient les phénomènes extérieurs, et donc ceux qui se sont révélés violents durant l'expérience, bah, c'est ceux qui, effectivement, par la suite, se sont révélés être des tueurs. Exactement. À mon avis, la conclusion, en tout cas, qui peut ressortir de ça, à mon sens aussi, c'est qu'effectivement, ces enfants-là ont été mis dans le groupe où ils ont été soumis à des actes violents. Quelque part, ils avaient une chance sur 2 d'être dedans. Et qu'en fait, dès le départ, dès le début, dans leur mental, ils avaient quelque chose qui fonctionnait pas, qui leur donnait l'envie d'avoir un comportement violent. Et quand on leur a donné cette fameuse télécommande, ils se sont dit, génial, à chaque fois que je vais pouvoir cramer le gars, je vais le faire, quoi. Ouais, c'est la même histoire que les gamins, que les tueurs en série qui torturent des animaux quand ils sont petits. Voilà, c'est pas la télé, mais c'est un moyen de faire souffrir, parfois pour exorciser quelque chose, ou pour se venger, pour transférer une douleur sur quelqu'un d'autre. Bah là, ça participe un peu du même phénomène, quoi. Exactement. Eh bien d'accord, donc bon, conclusion... vis-à-vis de la télévision, pour moi, à mon sens, il n'y en a pas. Ouais. Voilà, je pense que c'est pas forcément significatif. Alors il y a eu d'autres études quand même qui ont été faites. Bon là après c'est peut-être moins intéressant, mais par exemple au Canada, il y a une étude qui a été faite où ils ont analysé le comportement d'une population suite à l'introduction de la télévision, et ils ont regardé en parallèle une ville où il n'y avait pas la télévision, qui était dans les mêmes proportions, etc. Ils ont constaté aussi qu'il y avait une augmentation de la criminalité. Pareil, je pense que c'est quand même des raccourcis un petit peu faciles qui sont faits. Surtout que les scènes de violence qu'on peut voir à la télévision, en tout cas j'imagine que les scènes de violence que ces gens-là ont pu voir au Canada, c'était des scènes qui étaient comprises dans des films ou dans des séries dans lesquelles il y avait des tueurs, et dans ce genre de séries, dans ce genre de films, il y a aussi des policiers qui les arrêtent. Donc pourquoi est-ce qu'on pense que les gens ont été influencés par les méchants et pas par les gentils ? C'est vraiment un raccourci très facile. Mais parce que ça participe de la diabolisation des médias de façon générale. Voilà, et ce qui est drôle, c'est que la diabolisation des médias est relayée par les médias. Le serpent se mord la queue, c'est assez comique. Et nous voici dans l'ultime partie d'Exocet. Chers amis auditeurs, on va parler des infos bizarres de la semaine, tous les événements un petit peu insolites qui se sont déroulés à la surface de la planète. Alors, nous avons un homme qui dormait profondément, tellement profondément que quand un arbre de 10 mètres s'est écrasé sur son toit et est tombé dans sa chambre à quelques centimètres de lui, eh bien cet homme ne s'est pas réveillé. En fait, voilà, il dormait peinard. Alors il a expliqué après qu'il avait entendu, mais il pensait que c'était un tremblement de terre, donc il a même pas daigné ouvrir les yeux. Ok, c'est juste un tremblement de terre. Voilà, tranquille. Donc il s'est rendormi, et puis il s'est fait réveiller finalement par les coups de fil insistants des pompiers,
qui n'arrêtait pas d'appeler. Donc il a fini par répondre, et puis là, quand il a ouvert les yeux, il s'est aperçu qu'il y avait un arbre devant Fini lui. de faire chier, oui, il y a un arbre dans ma chambre, bon, je dors. Voilà. Donc voilà, il n'arrivait pas à y croire du tout. Il se réveille, il voit un arbre donc qui a défoncé son toit, qui s'est étendu dans sa chambre. Et en plus, évidemment, il va y avoir d'énormes sommes à fournir pour retaper la maison. Ah bah oui, c'est assez net, ouais. Il a expliqué qu'apparemment, il avait demandé au service public de couper cet arbre. Donc finalement, il a fini par lui tomber sur la tête. Bah, Voilà. au moins ça c'est fait. Alors, la deuxième histoire se passe en Chine, et ce sont des scientifiques qui ont réussi une tentative qui consistait à encourager les pandas à se reproduire, parce que vous savez que les pandas sont de pauvres reproducteurs, surtout les pandas en captivité, ils dépriment. Donc ils ont fait des petits pornos de pandas. Mais c'est vrai, C'est ça? tu le dis pour rire? Oui. Et ils ont fait des pornos de pandas. Donc sur ces vidéos, on voit des pandas se reproduire. Et donc, ils ont montré ces vidéos aux pandas et ça a été l'explosion. Apparemment, ça Sérieux marche. Ah ouais, ça marche. Et donc, c'est un chinois expert qui s'appelle Zhang Ziye. Donc c'est ouf, ça veut dire que les pandas sont excités à voir leurs congénères. Ce qui semble assez logique, comme nous finalement. Oui, Et, oui, mais bon, on pourrait penser que c'est quand même une sensation humaine, quoi, cette excitation. Eh bien, non. eh Les bien pandas, non. Alors, dans les 10 premiers mois de cette année, il y a eu 31 bébés pandas qui sont nés. Et en 2005, il n'y en avait eu que 12. Ah oui. Donc c'est vraiment une augmentation concrète grâce au porno de pandas. Vous savez que ça semble assez incroyable, mais c'est vrai. Alors, je crois qu'ils ont des actrices fétiches et tout. Machin. ce qui est plus incroyable, c'est qu'il doit y en avoir qui matent ces pornos de pandas, mais sans être des pandas. Parce qu'il doit sûrement y avoir des pervers de ce style qui veulent se procurer les cassettes. Alors, moi par curiosité, j'aimerais bien en trouver. ça n'engage que toi. Alors, ça doit être bizarre quand même. Alors un prisonnier... Non, on va démarrer avec l'homme le moins chanceux d'Angleterre. Alors il a souffert de plus de 16 accidents assez graves. Et donc là, il en a eu un nouveau, puisqu'il est tombé dans une bouche d'égout, carrément. Donc il s'est ruiné le dos, les jambes. Il s'appelle John Linz. Et parmi sa longue série d'infortunes, eh bien, il a été frappé 2 fois par la foudre. Rien que ça déjà. Bon, c'est quand même un gage de malchance assez prononcé. Il y a des rochers qui lui sont tombés dessus alors qu'il visitait une mine. Il a failli se noyer. Il a eu 3 accidents de voiture. Et comme c'est toujours le cas dans ce genre d'histoire, il a survécu à chaque fois. Parce que c'est vrai qu'on connaît tous des histoires de gars très malchanceux, à qui il arrive toujours les pires emmerdes, mais ils survivent. Et ils s'en sortent toujours. Donc lui, voilà. Quelque part, si tu meurs à la première emmerde, on peut pas dire que t'es malchanceux. Effectivement. Alors Monsieur Lin, il a 54 ans et il habite à Stainforth, alors c'est près de Doncaster en Angleterre. Et là, donc, il va être arrêté pendant 32 semaines. Il a eu 32 semaines d'arrêt de travail après cette chute dans une bouche d'égout. Donc, comme je vous le disais, il s'est fait mal au dos et aux jambes. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il explique que sa famille se fout de sa gueule tout le temps, ils trouvent ça très drôle, parce qu'à force, ils sont habitués, ils savent que c'est jamais grave puisqu'il meurt pas, et voilà, à chaque fois, ça les fait marrer. Alors, il faut savoir que dans sa longue liste aussi d'accidents, quand il était jeune, eh bien, il est tombé d'un arbre, il s'est cassé le bras, et quand on l'a amené à l'hôpital, le bus qui l'a amené à l'hôpital s'est craché, il y a eu un accident, et lui s'est cassé le même bras à un autre endroit. D'accord. Donc voilà. Et c'est bon, pour la petite anecdote, ça s'était passé un vendredi 13, donc en plus. Et ce gars, donc sa vie, c'est une succession d'accidents de ce style, et on peut considérer que c'est vraiment l'homme le plus malchanceux d'Angleterre. On fait un détour par la Serbie, avec un prisonnier serbe donc, qui a eu une permission pendant un week-end, et il a décidé d'aller cambrioler une maison pendant cette permission, ce qui n'était pas la meilleure idée qu'il ait eue, puisque il est tombé sur la maison du directeur de la prison. C'est con. Alors, il s'est fait prendre quand il est retourné en prison en fait, donc il a fait sa permission peinard, il est retourné en prison, et là, le directeur de la prison qui faisait une petite tournée d'inspection a calculé que sur le poignet de ce prisonnier qui s'appelle Alija Serimi, il y avait sa montre en or. Donc le directeur a vu ça, il a dit « Et toi, sale voleur, c'est ma montre ». Et donc l'autre a dit bah oui, effectivement, il paraît qu'il se serait marré selon des témoins. Il a même tendu son téléphone portable au directeur de la prison. Bon, ensuite des gardiens l'ont amené, alors j'imagine qu'il a dû passer un quart d'heure un peu moins drôle que celui-là par la suite. Mais en tout cas voilà, il a vraiment pas eu de chance cet homme-là. Une 4e histoire avant qu'on marque une petite pause musicale, je pense finalement, parce qu'il va nous rester du temps. Donc
rappelez-vous que la semaine dernière, je vous avais parlé d'une histoire de petite chatte qui avait accouché de chiots. Hein, c'était une brésilienne qui prétendait qu'elle avait eu une portée de chat et de chiot par sa petite chatte, et donc voilà, ça te fait rire, hein. Petite ordure. Et donc il se trouve que on est diffusé le matin, je vous rappelle, hein. Il se trouve qu'il y a eu des tests, des analyses génétiques faites sur cette chatte, hein, voilà. Donc des analyses sanguines, et on s'est aperçu que ces chiots n'étaient pas issus de la chatte. Ah, ok, ça me rassure. Tu vois, c'est bien. Ouais. Donc c'était faux, c'était une erreur. Donc c'était un canular. Alors cette brésilienne, elle était persuadée, elle expliquait ces petits chiots hybrides par le fait que sa chatte. Voilà, mais écoute, je crois que je vais le répéter plusieurs fois parce que ça me fait rire de te voir rigoler. Donc son petit animal félin de sexe féminin avait eu des chiots parce qu'elle s'était reproduite avec le chien du voisin. Et là, en fait, donc on s'est aperçu que non, pas du tout, après l'analyse sanguine. Et en fait, les scientifiques ont expliqué que très souvent, les mammifères peuvent couver des bébés d'autres mammifères qui ne sont pas de leur espèce, on a déjà vu ça souvent. Et donc voilà, là c'était le cas, c'était une petite chatte qui a trouvé 2 petits chiots et qui les a couvés. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc c'est quand même mignon. Nous voici de retour après une brève incursion musicale qu'on appelle un interlude aussi chez les intimes. Alors, une histoire de dinde, mais qui est très très drôle. Ah oui, après une histoire de chatte, une histoire de dinde. Ça se passe comme ça dans Exo 7. Et cette histoire, c'est le genre d'histoire qu'on peut trouver dans certains dessins animés, en 3D notamment, des studios Pixar, des studios DreamWorks, dans lesquels on voit des animaux avoir une vie autonome, hein, des animaux de la ferme qui font leurs petits complots, qui font leurs petites affaires. Et là, on a l'impression qu'une scène de ce type de film s'est réalisée pour de vrai. Ça se passe près de New York, dans le New Jersey. Non, ça se passe à New York, dans l'état de New York. Alors c'est un groupe de dindes sauvages donc qui ont été vus et même capturés en vidéo. J'ai vu ça, c'est assez drôle. Donc sur le quai d'une gare le jour de Thanksgiving, comme si elles voulaient se barrer. Parce que vous le savez, en Amérique, le jour de Thanksgiving, on bouffe des dindes. Et donc là, elles se sont réunies, elles avaient une douzaine, et elles attendaient sur un quai de gare, donc à Ramsey, donc c'est une ville qui se trouve à quelques kilomètres de New York City. Et donc les porte-paroles des chemins de fer ont expliqué que on avait l'impression que ces dindes attendaient le train suivant pour sortir de l'état, et donc pour échapper à leur sort morbide. Et donc voilà, on croyait vraiment qu'elles voulaient s'échapper. Alors on sait absolument pas comment elles sont arrivées là. On a des images, on a des photos, des vidéos de ces dindes qui attendent le train sur le quai. Et donc il faut savoir aussi que ces dindes voyageuses ont causé quelques soucis chez les voyageurs, puisque donc elles étaient là pendant les heures de pointe, et donc il y a eu des problèmes de trafic. Et c'est incroyable. On a des dindes qui attendaient le train, on sait pas d'où elles sortent. T'aurais dû voir, chérie, il y avait des dindes là, à la gare. Là. Mais en plus, pas n'importe quand, le jour de Thanksgiving, quoi. Ça aurait pu arriver n'importe quel jour, non, le jour où elles savent qu'elles vont mourir. Donc comme si elles voulaient se barrer de l'état. Et donc elles se sont fait capturer. Ah oui, donc là elles ont été reprises, et voilà. Et c'était où ? Alors c'était à New York, hein, la ville ? Dans l'état de New York, à Ramsey. Donc elles sont fait Ramsey. Oh, pas mal. Voilà. Tu l'as préparé depuis tout à l'heure, c'est beau. C'était écrit. Et là, moi je pense que DreamWorks, Pixar devrait faire une adaptation, parce que là quand même c'est assez magnifique. Alors, une autre petite histoire, une explication en fait d'un phénomène qui aurait pu passer pour un phénomène paranormal, parce que pendant des centaines d'années, certains capitaines de bateaux qui naviguaient dans l'océan Indien rapportaient dans leurs textes, dans leur carnet de bord, des histoires de mer qui étaient bizarrement phosphorescentes, hein, des surfaces d'océan à ce point brillantes qui pouvaient donc lire carrément sur le pont de leur bateau. Après l'apéro, généralement. Donc même pas, donc des zones assez effrayantes, donc de mer phosphorescentes, des très larges étendues, parfois plusieurs milliers de kilomètres carrés. Et donc ces eaux luisantes n'intéressaient pas les. C'est abysse, on le sait. Bah, tu vas voir, ces eaux-là n'intéressaient pas les biologistes marins, donc puisqu'ils pensaient que c'était des canulars ou des racontars de marins. Et en fait, donc là, il y a un groupe de photos-satellites qui leur a fait changer d'avis. Et ces photos-satellites, donc, ont capturé une grosse tache d'eau phosphorescente au large de la Somalie. Elle est 2 fois grande comme la Corse, cette tache d'eau. Et donc, les chercheurs pensent que c'est dû à des millions de bactéries luminescentes et qui rendent la surface de l'eau très très brillante, phosphorescente donc. Et j'imagine que c'est un phénomène qui doit être assez flippant, assez irréel à vivre. C'est clair, ouais.
Et donc aujourd'hui, on a une explication, et ça fait partie de ces phénomènes qui étaient paranormaux avant qu'on puisse les expliquer. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça casse un petit peu de magie dans cette histoire. On aurait pu imaginer une espèce de monstre marin géant qui, lors de sa mue, donc perdait une espèce de luminescence à la surface de sa peau. C'est parce qu'on a allumé Atlantide. C'est des bactéries, voilà. Ouais, voilà, ouais. Alors la dernière de la semaine, alors magnifique. Alors là vraiment, je dois dire, on dirait un personnage de X-Files finalement. Je sais pas si vous vous rappelez de Tooms dans X-Files, voilà, le personnage donc qui était extensible à l'envi et qui se faufilait dans les conduits d'aération, etc., qui se déboîtait les os un peu comme Houdini. Et donc là, on a un prisonnier qui a été surnommé le Houdini de la prison de Cemax. Alors ça, c'est à Pretoria en Afrique du Sud. Et donc, il était prisonnier dans une prison de très haute sécurité. C'est un condamné qui est considéré par les autorités comme le tueur ultime, donc tueur, violeur, récidiviste, et donc il s'est déjà échappé à plusieurs reprises. Donc celui-là, il le gardait vraiment au frais, il fallait absolument pas qu'il sorte. Dans sa cellule, il était attaché avec des menottes, et il a réussi à s'échapper. Aux pieds et aux mains, il était attaché. Voilà, il a réussi à s'échapper, il s'est enduit de vaseline, et il s'est enfui par le carreau de sa fenêtre, mais qui est minuscule, donc j'ai les dimensions, une fenêtre qui mesure 20 cm sur 60, et il arrivait à peine à passer sa tête d'après les gardiens, et il a réussi à se faufiler, donc il s'est enduit de vaseline tant qu'il a pu, et donc il a vraisemblablement dû se déboîter quelques membres, mais il a réussi à s'échapper. Et là, c'est particulièrement effrayant parce que, comme on le disait, c'est un tueur. Oui, il a pas l'air commode. Ouais. Voilà, c'est un tueur très très redouté. Il sort pas pour aller se promener, quoi. Très violent, voilà. Et donc, il disait lui-même que rien ne pourrait l'empêcher d'atteindre ses victimes. Donc là, effectivement, c'est le cas. En tout cas, il a la détermination, et c'est vrai que c'est inquiétant. Et le petit détail qui tue, c'est qu'il a eu un entraînement militaire intensif. Donc, c'est comme une espèce de super mercenaire qui réussit à se faufiler avec de la vaseline. Enfin, voilà. Super mercenaire qui se faufile avec de la vaseline et qui est psychopathe. Et le super détail de cette histoire aussi, c'est que donc il s'est échappé, il a descendu avec des vêtements, il a fait une corde et il leur a laissé un petit mot sur le mur. Il a pris le temps d'écrire un mot, voilà. Il leur a laissé un mot, donc une insulte évidemment. Pour se foutre de leur gueule. Donc on vous dira la semaine prochaine s'il a été repris. En tout cas, s'il attrape, ils ont intérêt à serrer fort parce que manifestement, il est enduit de vaseline. Voilà. Et faire gaffe aux fesses. Cette émission est terminée. Si vous nous écoutez vendredi en direct, juste après, c'est Tapage Nocturne, l'émission métal. Restez sur H. Bisous. Bye bye. Salut. Exocet. Le bizarre, l'inclassable.